Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle activité du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, plus spécifiquement de son antenne à l'UQAC. Je me présente, François-Olivier Doré, je suis professeur d'histoire ici à l'Université du Québec à Chicoutimi et il me fait plaisir d'être votre hôte pour l'événement d'aujourd'hui. Ils furent, on le sait, près d'1 million de migrants canadiens-français à avoir traversé la frontière des États-Unis entre 1840 et 1930, principalement à la recherche d'emploi. Il est difficile aujourd'hui d'entrevoir l'ampleur et la portée de cette saignée démographique, pour reprendre la formule organiciste consacrée. Et pourtant, dans ce Canada français que l'on aime tant qualifier d'immobile, de fixe, la mobilité a été un trait saillant de son histoire, faisant d'ailleurs dire à l'historien Yves Frenette que la mobilité constitue justement un élément central de l'identité canadienne-française. Or, cette histoire des Franco-Américains, l'imaginaire du Québec contemporain l'a peut-être renvoyé trop rapidement dans les marges de l'oubli. Tout au plus, l'expérience franco-américaine, à l'image des francophones hors Québec, on pourrait dire, a été instrumentalisée, érigée en figure repoussoire de cette francité disparue, assimilée, et peut-être pour cela méprisable. Mais encore, par-delà la vie insulaire des petits Canada et le récit un peu trop linéaire de l'assimilation en 3 générations, que sait-on véritablement des Franco-Américains? Que sait-on de leur expérience, de leur implantation, de leur acculturation à la vie états-unienne? Le livre récemment paru de Patrick Lacroix, intitulé « Tout nous serait possible, une histoire politique des Franco-Américains, 1874-1945 », paru aux presses de l'Université Laval, offre de nouvelles pistes de réponse à cette question, en explorant un aspect méconnu des communautés franco-américaines, celui de l'action politique. Longtemps resté dans l'angle mort de l'historiographie, l'implication politique des Franco-Américains, que ce soit par leurs comportements électoraux ou encore leur représentation dans les officines du pouvoir, n'est pas une note en bas de page de l'histoire. Elle témoigne, bien au contraire, d'une modalité d'intégration au creuset américain par laquelle les Franco-Américains ont cherché à se démarquer, à défendre leurs intérêts, à saisir des opportunités. Dans l'équation complexe de la survivance, et surtout pour ces élites, la préservation de l'héritage français n'avait pas vraiment le choix de se conjuguer au devoir civique de la vie politique. Je ne saurais vous recommander plus chaleureusement la lecture des travaux de Patrick Lacroix, qui ouvre la voie vers de nouvelles avenues de recherche sur l'histoire politique canadienne-française. Et pour nous en parler davantage, on a convié le principal intéressé qui nous livre aujourd'hui une conférence intitulée « Refaire la survivance, la cause nationale canadienne-française dans l'arène politique états-unienne ». Et je tiens donc à le remercier vivement d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Quelques mots sur lui. Donc, Patrick Lacroix est présentement directeur des archives acadiennes à la University of Maine à Fort Kent. Il détient un doctorat de la University of New Hampshire, duquel il a tiré un ouvrage intitulé John F. Kennedy and the Politics of Fate, qui est paru en 2021, si je ne m'abuse, à la University Press of Kansas. Il a également publié dans diverses revues scientifiques, dont la Catholic Historical Review, Quebec Studies, Vermont History et la Revue d'histoire de l'Amérique française. Ses recherches actuelles portent notamment sur les débuts de la diaspora canadienne-française et sur les mutations des communautés francophones dans les régions rurales des États-Unis. Pour l'occasion, j'ai demandé à mon collègue Alexandre Dubé, qui est professeur d'histoire à l'UQAC, de lire l'ouvrage de Patrick Lacroix et de se prêter à l'exercice du commentaire après sa conférence. Donc, invitation qu'il a généreusement acceptée et je l'en remercie également. Je précise qu'Alexandre Dubé est professeur régulier en histoire au département des sciences humaines et sociales à l'UQAC, où il enseigne l'histoire du Canada, de la Nouvelle-France et du monde atlantique. Docteur en histoire de l'Université McGill, ses intérêts portent sur l'histoire du politique, de l'État, de l'économie politique et de la culture matérielle. Alexandre a aussi, je le souligne, été professeur pendant de nombreuses années à la Washington University de Saint-Louis, avant d'être rapatrié au Québec, ce qui est une heureuse nouvelle pour nous. Encore une fois, chers collègues, merci d'être là et c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Enfin, je tiens à remercier Camille Ranger, coordonnatrice du CRIDAC, pour son soutien, sa collaboration, son professionnalisme dans la préparation de ces activités,
Sans elle, on ne pourrait pas vous offrir cette programmation riche et diversifiée. Donc, merci beaucoup, Camille. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que le CRIDAC tiendra sa prochaine activité le 8 avril prochain à 10 heures. Ce sera une table ronde qui portera sur la place de l'anglais dans les études supérieures et la recherche. Donc, c'est à ne pas manquer. Pour ce qui est de l'activité d'aujourd'hui, on va procéder comme suit. Donc, Patrick fera une conférence d'environ 45 minutes, laquelle sera suivie d'un commentaire de 10 à 15 minutes formulé par Alexandre, suite à quoi s'enchaînera une discussion entre nos deux intervenants et ensuite avec vous, cher public, que je remercie également d'être au rendez-vous. L'activité devrait se terminer vers 12h30. Alors, je ne vous tiens pas en haleine plus longtemps et je vais maintenant céder la parole à mon collègue Patrick Lacroix, que j'invite à partager son écran pour la présentation PowerPoint. Donc, Patrick, c'est à toi. D'accord, merci beaucoup François-Olivier. Donc, je prends quelques secondes pour justement partager. J'espère que tous et toutes pourront voir. Donc, encore une fois, merci d'abord pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir me joindre à vous, à ce public distingué. J'espère que vous pourrez, en parlant de mobilité canadienne-française, pourrez me visiter dans le nord du Maine. Je ne suis pas tout à fait rapatrié, mais je me rapproche peu à peu, donc un jour peut-être. Mais d'ici là, venez nous voir aux archives acadiennes dans le nord du Maine. Donc, pour rentrer dans le sujet, dans le vif, nous avons l'habitude de voir en politique des facteurs de division et avec raison compte tenu de la polarisation idéologique qui sévit aux États-Unis et de plus en plus au Canada aussi. Il nous est presque impossible de voir en politique autre chose que des facteurs de division ou encore d'une lutte constante. Presque impossible, je dirais, de voir en politique les enjeux autant que les gagnants et les perdants qui résultent de ces enjeux-là. Ce problème qui n'est pas récent se présente instamment auprès des groupes culturels et religieux minoritaires qui, en raison de leur nombre, bien sûr, peinent à faire valoir leurs intérêts dans la sphère publique. Et donc, les éléments socioculturels peuvent eux-mêmes être des gagnants et des perdants, autant que les partis en présence. Si au Canada, il y a eu une lente reconnaissance des droits collectifs de certains groupes, d'abord des catholiques puis des francophones, à certains endroits, on reconnaît que les sociétés libérales qu'on dit avancées, le terme est un peu désuet, mais les sociétés libérales avancées ont généralement préféré de répondre aux difficultés rencontrées par les groupes minoritaires en garantissant d'abord et avant tout les droits et les libertés individuelles et non collectifs. Et de ce pied d'égalité juridique, nous pouvons tirer un bilan, somme toute, mitigé. Il est cependant clair que de ce type d'égalité, il ne se traduit pas nécessairement une reconnaissance politique nécessaire à l'intégration et à la participation civique, la pleine participation et même l'épanouissement culturel de ces groupes. Et donc, vu de cette manière, la politique n'est pas nécessairement un site de lutte, mais un site d'exclusion, un site où on est invisibilisé. On doit, semble-t-il, divorcer la vie culturelle du groupe, l'action culturelle, de l'action politique pour maintenir la première. Émergent alors des institutions distinctes, dont nous parlerons aujourd'hui, où on repose ses aspirations collectives, celles des groupes minoritaires. Mais je vous propose aussi l'idée que le politique, ou même la politique, peuvent, dans nos récits historiques, peuvent être des sites où on réconcilie différents intérêts. Que cette sphère politique est un lieu de raccordement et de reconnaissance. Rappelons-nous les moments où la politique a permis de transcender les limites qu'on lui connaissait plutôt, les limites culturelles et religieuses en particulier. Donc, si je fais référence notamment, parmi plusieurs autres exemples, à ce qui se produit dans les années 1830, 40, 50, 60, où d'abord il y a des affinités idéologiques qui se produisent dans les deux Canada, entre les insurgés, les protestataires de part et d'autre de la rivière Ottawa, de la rivière des Outaouais. Et ensuite, entre, bien sûr, Baldwin et Lafontaine, ensuite MacDonald et Cartier. Donc, il y a une traduction politique de ces alliances qui sont de prime abord pas culturelles, mais qui peuvent avoir une dimension culturelle aussi. Des soucis politiques communs ont permis une alliance entre différents groupes ethniques, on le voit,
qui avait de prime abord très peu à partager, qui s'alimentait de toutes sortes de préjugés. Pensons aussi à ce que écrit Roger Wallet au sujet des Acadiens et des Acadiennes. Wallet explique que le Nouveau-Brunswick a très tôt dans son histoire préféré la cohabitation de groupes linguistiques et religieux au sein de même partis politiques. Bon, dans les dernières années, on a vu qu'il y a eu un changement à ce niveau-là, mais c'est l'histoire que Wallet trace sur le plus grand pan du passé historique et politique du Nouveau-Brunswick. Nous reviendrons au cas acadien un peu plus tard, particulièrement parce qu'il est pertinent à cette autre minorité dont nous parlerons aujourd'hui, surtout le cas franco-américain. Rappelons-nous pour l'instant que les grands partis fédéraux ici au Canada ont été des big tents, si on veut, reliant différents intérêts régionaux, linguistiques et économiques pour pouvoir gouverner. Ce sont des lieux de rencontre et de compromis, et c'est aussi ce qu'on voit du côté des États-Unis dans les deux grands partis aussi. Donc, lieu de rencontre, lieu de rassemblement, lieu de résolution. La politique et ses possibilités, ce sont des questions de point de vue, on le voit. Mais qu'en est-il des communautés franco-américaines pour en venir finalement à ces communautés franco-américaines? Donc, d'abord, le contexte, François-Olivier en a tracé une partie. Les franco-américains, les franco-américaines sont surtout des gens qui sont les descendants de familles canadiennes-françaises de la vallée du Saint-Laurent, qui s'implantent aux États-Unis à partir des années 1840, mais on le voit de plus en plus un peu plus tôt, même dans les années 1820 et 30. Ce mouvement migratoire, qu'on appelle la Grande Saignée, bat son plein dans les années 1880, 1890 surtout, et se poursuivra jusqu'au milieu des années 1920. Et donc, comme le traçait encore une fois François-Olivier, c'est près d'1 million de gens qui quittent la patrie en moins d'un siècle. Donc, c'est majeur. Nous pourrions nous étendre longuement sur les causes du déluge migratoire, mais tenons-nous-en pour l'instant à ce qui se produit en sol états-unien. Donc, je parlais de l'importance démographique. C'est une importance bon, on le voit ici, l'évaluation, l'estimée de Ralph Eastwood, c'est d'ailleurs l'une des plus faibles. Donc, il y a des chercheurs qui se sont par la suite prononcés, qui ont révélé à partir de sources alternatives des chiffres beaucoup plus élevés en ce qui concerne ce déluge et la présence franco-américaine aux États-Unis. Donc, ça, c'est le bon mot qu'on voit ici. Donc, ces expatriés s'étendent sur les 6 États de la Nouvelle-Angleterre, le nord de l'État de New York, le Midwest, l'Ouest aussi. Et les usines offrent du travail à toute la famille, permettant aux ménages d'améliorer peu à peu, au fil des générations, leurs circonstances. Cette diaspora n'est pas reléguée uniquement aux quartiers ethniques qu'elle occupe dans les grands centres, les petits Canada, que nous connaissons bien. Or, c'est surtout à ces endroits-là qu'on retrouve le réseau institutionnel construit, qui est bâti par les familles expatriées et leurs élites. Les paroisses ethniques, les écoles catholiques, l'Union Saint-Jean-Baptiste et puis tout plein d'autres mutuelles et fraternelles franco-américaines. Journaux francophones, commerce canadien et français, on pourrait en ajouter encore et encore. Donc ici, j'en nomme quelques-uns et nous avons les principaux centres démographiques, si on veut, les principales communautés par leur nombre franco-américaines, mais il y en a beaucoup d'autres tout autour de la région et encore une fois ailleurs. Donc, ce Québec, d'ailleurs, s'effritera géographiquement à partir des années 1940, mais la Franco-Amérique est encore avec nous en 2022. Donc, pour la politique, on débattra longtemps encore de l'influence du parcours politique des Canadiens français dans leur pays natal sur leur expérience politique au sud de la frontière. Donc, l'échiquier dominé par les libéraux et les conservateurs au Canada à cette époque, fin du 19e siècle, ne se traduit pas parfaitement sur l'échiquier américain où, encore une fois, on a 2 grands partis, mais c'est à peu près tout. Les enjeux, les prises de position et les groupes en présence lui donnent à cette sphère américaine, états-unienne, un aspect ou un caractère entièrement différent. Certes, nous avons les recherches de James Snell, que je vous invite à consulter, qui a étudié le discours des premières élites franco-américaines des années 1850 particulièrement, lors de la phase d'organisation des communautés d'expatriés. Et Snell y voit des positions démocratiques et libérales avancées, une vision sociale égalitariste et surtout une ouverture à l'annexion du Canada par les États-Unis. Et donc, par rapport à l'échiquier canadien, la tendance dans de tels cercles est véritablement rouge, pour ainsi dire, donc très libérale. Et on y voit les héritiers idéologiques des patriotes des années 1830
et des liens au nouveau Papineau qui se produit à la fin des années 1840 et dans les années 1850. Donc, Snell se garde d'identifier ses positions, soit aux républicains, soit aux démocrates, même si on pourrait tisser des liens entre le parcours de telles élites, et d'une part, et puis les jeunes Turcs du Parti démocratique dans les années 1840, 1850, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire de conclusion trop soudaine, disons, justement parce qu'il ne faut pas croire que la majorité de ce déluge, si on veut, migratoire, est politisée dans le même sens. Et d'ailleurs, les élites se trouvent principalement dans l'État de New York, des endroits comme New York City, Albany, Cohoes, Plattsburgh, alors que de plus en plus la diaspora se tourne vers d'autres centres. Donc, on peut facilement exagérer l'influence de ces élites-là sur les gens qui se transportent ailleurs. Donc, comment donc les communautés transplantées ont-elles vécu la rencontre de leur culture et d'un milieu politique étranger? Envisageant peut-être une situation irréparable d'exclusion, optèrent-elles de reléguer la cause culturelle, la cause de la survivance, aux institutions distinctes que ces gens avaient créées au sud de la frontière? Purent-elles échapper à une situation d'exclusion politique qui était très commune à plusieurs groupes minoritaires aux États-Unis, d'ailleurs, du moins sur les questions qui retenaient leur attention? Purent-elles faire valoir leurs intérêts collectifs au sein de grands partis? Donc, ici, il n'est pas question de la participation politique individuelle des Franco-Américains et des Franco-Américaines. Vivant pleinement leur citoyenneté états-unienne, ces gens se sont d'une génération à l'autre impliqués, se sont intéressés aux grands débats animant cette terre d'accueil. Si l'entrée politique des Franco a peut-être été lente, la presse du début du 20e siècle révèle une forte participation politique organisée par les grands partis et par la classe moyenne immigrante. Et ici, juste pour insister sur le fait que cette intégration est relativement lente, il faut attendre des gens qui sont nés en sol états-unien pour voir cette pleine participation. Le taux de naturalisation parmi les immigrants demeure très bas. Et puis, j'ai des statistiques ici qui proviennent de la fin des années 1870 qui s'étendent vers le début des années 1880, à un moment où, justement, la grande saignée bat son plein. Et nous le voyons que sur une population, par exemple, de 4 480 personnes, il y en a à Lowell, sur un total, il y en a à Lowell, l'un des grands centres, seulement 232 personnes qui ont été naturalisées. Si on veut le présenter d'une manière différente, sur une population canadienne de 11 000 personnes à Lowell, pour prendre cet exemple-là, il n'y en a que 232, encore une fois, qui sont naturalisés. Donc, le taux est très bas et il faut attendre vraiment la fin du siècle pour voir un taux plus élevé, particulièrement parce qu'il y a cette génération de gens nés aux États-Unis, qui sont nés citoyens. Donc, cette forte mobilisation croissante, ou cette mobilisation croissante, a porté les commerçants et les professionnels à des postes élus et à la fonction publique, produisant d'innombrables maires, fonctionnaires, conseillers, députés, juges, officiers consulaires. La liste continue, si on veut. Et puis, au fil du temps, la classe ouvrière s'est peu à peu émancipée des modèles bourgeois qu'on lui proposait et a entamé son propre cheminement politique aux États-Unis. Et ici, la recherche politique a reconnu les plus grandes personnalités politiques franco-américaines, ce que j'appelle les grandes pointures, c'est-à-dire Mallet, Dubuc et Poitier, l'agencement des aspirations collectives aux institutions civiques demeure peu exploré, comme l'indiquait François Olivier plus tôt dans l'introduction. Le major Mallet, c'est un des plus grands fonctionnaires du 19e siècle qui trouve un poste dans le département des finances à Washington. Hugo Dubuc, l'un des grands organisateurs franco-américains du Parti républicain dans le sud de la Nouvelle-Angleterre. Il est dans le Massachusetts, mais il se rend au Rhode Island, au Connecticut. Et nous parlerons d'Abraham Poitier, le premier gouverneur franco-américain dans l'histoire des États-Unis. Et puis, celui-ci est situé au Rhode Island. Donc, le peu d'attention que nous avons accordé à ce défi de réconcilier ces deux univers est redevable en partie au caractère même de ces institutions civiques. Dès la création de la nation américaine, la classe politique s'est inquiétée des différences, et non seulement culturelles, qui pourraient causer des fractures politiques et s'inquiétait aussi de la montée de cliques potentielles qui pourraient s'emparer du pouvoir au détriment des intérêts de la majorité.
Dans le 10e article du Fédéraliste publié en 1787, James Madison, l'un des pères fondateurs des États-Unis, soutient que la diversité inhérente à une grande république préviendrait le triomphe de factions aux vues étroites. C'est donc dire que Madison, qui l'avait vu de ses propres yeux, sinon avant, les votants ne se départiraient pas aisément de leurs intérêts particuliers. Ils ne les sacrifieraient pas au nom d'un bien public plus général et disons même plus philosophique. Par contre, la multiplication de ces intérêts, justement en vertu d'une grande république, aurait pour effet de les noyer politiquement et de soulever les éléments de consensus par conséquent. Et donc, ici, j'aurais dû traduire, je ne compte pas vous assimiler, c'est peut-être la prochaine fois, mais pour l'instant, c'est tout simplement pour illustrer le propos de Madison qui croyait que pour les gens, pour que les institutions fonctionnent et pour que les gens travaillent ensemble, il fallait réduire à leur plus petit dénominateur commun les intérêts particuliers pour élever les éléments de consensus, comme je l'indiquais. Donc, à l'échelle nationale, tous les groupes auraient à consentir par ce processus à des compromis. Et cette idée se vit traduite par les checks and balances de la Constitution fédérale et de manière différente par les systèmes de partis qui se sont succédés au fil des générations aux États-Unis. Comme d'autres groupes, les familles canadiennes françaises souhaitant faire valoir leurs intérêts politiquement, leurs soucis ethniques, surtout politiquement, au sud de la frontière rencontreraient ainsi de considérables entraves. Les grands partis états-uniens étaient, l'un comme l'autre, des milieux étrangers, des coalitions qui ne pourraient jamais servir de véhicule ethnique, pour ainsi dire. Ainsi, la survivance évolua toujours plus librement dans le réseau d'institutions distinctes que je présentais plus tôt. Les paroisses nationales, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, les journaux, les congrès et d'autres sites qui n'impliquaient pas de compromis, des compromis avec d'autres groupes ethniques ou politiques. Ce sont des sites où l'élite intellectuelle a d'ailleurs pu asseoir son influence et son pouvoir. Et c'est là que les historiennes ont porté leur attention au fil des générations, surtout en histoire franco-américaine. Ils ont organisé le récit historique autour des institutions qui semblaient réellement représenter l'identité distincte des Franco-Américains, l'identité canadienne-française aux États-Unis. Mais cette omission est regrettable en ce qu'elle ne tient pas compte de la pleine implication politique dont je discutais plus tôt, mais aussi de l'aspect le plus important, le plus fondamental du fait franco-américain, c'est-à-dire son hybridité, une identité qui s'est forgée justement par ses compromis, ses alliances, ses rencontres, son frottement à d'autres institutions ethniques, à d'autres communautés ethniques, et bon, encore une fois, tous les compromis qui se sont produits, notamment dans la sphère politique et culturelle. Donc, j'ai parlé d'échanges. Ces échanges commencent à se produire dans le nord de la région dans les années 1840 et ça se poursuit dans les années suivantes. Et une véritable percée se produit finalement dans les années 1870 et 80 au niveau de la politique. C'est une période où une élite ethnique ambitieuse soutient que la protection des intérêts distincts, des intérêts communs d'ailleurs des Canadiens et des Canadiennes, passe par une meilleure représentation au sein des institutions civiques du pays d'accueil. Ce sera la première et la principale stratégie politique franco-américaine par rapport à sa survie culturelle. Encore une fois, stratégie politique, c'est très important. La sauvegarde des intérêts franco passera par des individus influents, bien situés, qui seront des porte-paroles communautaires, qui seront des courroies de transmission entre le peuple et le pouvoir et vice-versa, et qui mouleront l'action politique de leurs compatriotes immigrés. C'est ce que l'historien Ronald Petrin, si on veut, appelait « the politics of recognition », la reconnaissance ethnique, ou l'importance de se voir représenté publiquement, notamment dans la sphère politique. Et cette reconnaissance fait d'importants progrès au tournant du siècle, du 19e au 20e siècle, en raison de la croissance rapide d'électeurs franco-américains que chaque parti cherche à s'attirer, républicains comme démocrates. En mains endroits dans les États du Nord-Est, on fait le calcul politique dans ces deux partis. Sans sacrifier leurs appuis traditionnels, les chefs de parti, les organisateurs, commencent à concéder aux Franco des nominations à des postes dans la fonction publique, mais aussi des postes qui seront nominés pour des assemblées, pour des conseils municipaux, des maires, et ainsi de suite.
Lors des campagnes, ces chefs se vantent d'être accompagnés par les leaders, les chefs de la communauté franco-américaine. Donc, on se dispute l'appui de ces leaders franco-américains. À Fall River, dans le Massachusetts, on cherche à savoir lequel des deux grands partis a nommé le plus de Franco à des fonctions publiques, des fonctions d'État. Et les candidats anglo-saxons et irlandais s'accusent de part et d'autre d'être hostiles aux intérêts de cette communauté culturelle. Les nominations deviennent ainsi le baromètre qui permet de mesurer la reconnaissance des intérêts collectifs des partis, ou plutôt par les partis. Ainsi, une reconnaissance de la communauté par ses illustres personnalités, des gens comme Aram Potier, se produit, au moins au niveau local, dans les endroits où cette population a pu, par ses chiffres, exercer une réelle influence aux urnes. Remarquons que ce sera beaucoup moins le cas dans les États du Maine et du Vermont, je le remarque ici sur la diapositive, où le Parti républicain a des assises si solides que le compromis n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'aller chercher le vote des Canadiens français. Et dans ces endroits, les Canadiens sont minorisés. Et ils ont si peu d'alliés dans d'autres communautés que ces électeurs doivent demeurer ultimement dans un perpétuel rôle d'opposition à l'échelle des États. Et la situation au niveau local est un peu plus compliquée parce que dans des endroits comme Lewiston, oui, les Franco étant pas majoritaires, mais presque, arrivent à défendre beaucoup mieux leurs intérêts. Ainsi, alors que les républicains du Rhode Island sélectionnent Aram Potier, un Canadien français, pour porter leur couleur dans la course au poste de lieutenant-gouverneur dès la fin des années 1890, leurs confrères idéologiques et partisans du Maine tentent de restreindre l'accès des Franco aux urnes en rendant le processus d'inscription électorale, d'enregistrement, beaucoup plus difficile. Donc, il y a deux stratégies au sein d'un même parti à l'échelle de la Nouvelle-Angleterre. Et tout ceci nous porte à conclure que les électeurs franco-américains ne sont pas les seuls maîtres de leur propre destin collectif, mais doivent s'ajuster à un échiquier politique qui est déjà organisé bien avant leur arrivée dans la région. Donc, ils doivent dépendre d'autres facteurs qui sont externes. Ils doivent aussi s'ajuster, comme l'indique la situation dans le Maine, aux limites de l'ouverture culturelle au sud de la frontière. Il y a très tôt des frictions entre les gens venus du Québec et la population irlandaise qui est déjà établie dans les grands centres. Donc, les co-religionists, les autres catholiques en présence. Le groupe irlandais est rapidement associé aux grèves, au désordre ouvrier, si on veut, et on lutte avec lui par rapport au bien de l'Église et à la scission de paroisses, à la cessation de paroisses même, ainsi qu'aux licences pour des débits de boissons. Donc, il y a une compétition au niveau local pour ces avantages politiques et culturels. Et parce que les électeurs irlandais ont donné leur appui au Parti démocrate dès les années 1840, vraiment même les années 1850, les Franco ont surtout dans le sud de la région hésité à étendre leur propre appui à ce parti en raison de ces frictions locales avec les Irlandais. Et d'autre part, nous avons des groupes xénophobes et des journaux d'expression anglaise qui, dès le mouvement Know Nothing des années 1850, un mouvement nativiste, un mouvement xénophobe, s'inquiètent de l'émergence de factions culturelles et religieuses qui s'inscrivent un peu dans la lignée tracée par James Madison. On craint alors des complots organisés par l'Église catholique, une inquiétude qui survivra jusqu'à l'élection de John F. Kennedy un siècle plus tard. Mais ce n'est pas seulement l'influence d'institutions religieuses étrangères qui est en jeu. En plus de borner une restriction ou une borne à l'immigration étrangère, l'American Protective Association, l'APA, fondée dans les années 1880, compte assimiler les groupes en présence, les nouveaux groupes qui arrivent, en usant d'autres institutions et surtout l'école publique. L'APA et ses complices xénophobes, disons-le, voient d'un mauvais œil l'émergence de ghettos ethniques dans le nord-est des États-Unis qui semblent résister au courant culturel dominant, qui est surtout anglophone et protestant. C'est un paradoxe de l'époque, on tente d'assimiler ces différents groupes, dont les Canadiens français, en promouvant l'éducation publique, tout en les excluant des institutions politiques. C'est-à-dire qu'on doit inculquer les principes de la vie états-unienne et les divorcer d'allégeance primordiale au pays d'origine avant de leur offrir une place, leur juste place dans l'arène politique. D'où les mesures cherchant à restreindre l'accès
aux urnes dans les années 1890, et ce ne seront pas d'ailleurs les dernières dans l'histoire des États-Unis. Donc, ces xénophobes désespéraient des limites du melting pot, du creuset culturel états-unien, un pays supposément inondé de culture étrangère qui s'apprête son caractère, ses valeurs et ses institutions. Pourtant, nous le voyons surtout chez les Franco, la politique est en soi un véhicule d'éducation, d'intégration et d'acculturation. Donc, la politique en soi leur permet de faire ce saut. Ça peut être un tremplin, si on veut, vers la culture dominante, vers les privilèges de la blancheur, mais aussi du groupe dominant. Ces électeurs en apprennent beaucoup sur les enjeux du pays d'adoption en s'impliquant en politique. Par exemple, en se rendant justement à des ralliements de fin de campagne, en étant témoin de grands rassemblements, en lisant des éditoriaux puis des lettres d'opinion dans les journaux et en y lisant des professionnels et des commerçants qui, encore une fois, servent de courroie de transmission entre les instances publiques et le quotidien. Les Petits Canada ne sont pas d'ailleurs des silos qui sont exclusifs, qui sont étanchement fermés. Et c'est sans compter tous les Franco-Américains et les Franco-Américaines qui habitent hors de ces quartiers, qui évoluent dans des milieux complètement différents où la majorité est véritablement anglo-saxonne et protestante. Donc, la politique peut faciliter toutes ces rencontres et sous-tend un sentiment d'appartenance au pays d'accueil. Les xénophobes de l'APA, du Ku Klux Klan et ainsi de suite, d'autres groupes aussi, ont aussi manqué de voir à quel point il était difficile de réconcilier la politique et la défense d'enjeux culturels spécifiques à cette communauté ethnique. Une fusion du politique et de l'ethnique tend à poser problème à travers les États du nord-est états-unien. On le voit particulièrement à deux événements sur lesquels je vais m'étendre un peu. Deux événements qui ont trait à la cause nationale, si on veut, à la survivance. Et ils se produisent dès les années 1910. Nous aurions pu trouver des exemples provenant des années 1880, 90 et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs, mais je vous en propose deux. D'abord, j'ai parlé du gouverneur franco-américain Aram Pottier. Et Aram Pottier, en 1910, justement, refuse de renouveler le mandat d'un fonctionnaire franco-américain qui œuvre aussi, au même moment, à l'Union Saint-Jean-Baptiste. L'Union Saint-Jean-Baptiste est une grande mutuelle qui sert de véhicule d'aspiration nationale et un incontournable du système institutionnel franco-américain. Donc, c'est peut-être la plus grande association de franco-américains aux États-Unis à ce moment-là. Alors, Pottier destitue, si on veut, le fonctionnaire et immédiatement l'association part en guerre contre le gouverneur, contre ce compatriote, Aram Pottier, qu'on dit trop assimilé et trop prêt à compromettre les intérêts culturels de ses compatriotes. Certains franco-américains soutiennent la riposte de l'Union Saint-Jean-Baptiste, donc l'Union arrive à recruter des alliés, mais plusieurs conseils locaux rejettent cette action et refusent de s'immiscer en politique complètement. Pour de tels membres, il doit y avoir une frontière bien marquée entre l'ethnique et le politique, entre l'action des sociétés nationales et les partis étrangers de la Grande République. Et mentionnant en passant que la chose est encore plus compliquée parce que compte tenu qu'il y a une crainte que la lutte entre l'USJB et Pottier minerait la tendance républicaine dans les cercles franco-américains du sud de la région. Donc, s'il y a cette lutte entre l'USJB et Pottier, tout le réseau républicain qui s'est bâti au fil des ans dans le sud de la région pourrait, en raison de cette petite guerre civile franco-américaine, pourrait se désagréger au fil des années. Et j'ajoute aussi que Aram Pottier, comme tout gouverneur, comme tout maire et comme tout représentant, doit être le public servant, le serviteur de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Et c'est dans le tissu de la chose politique états-unienne. La personne ne peut pas seulement représenter les Franco-Américains. Donc, ultimement, tout en maintenant son indépendance politique, Aram Pottier continuera de s'impliquer dans les cercles franco-américains et de s'impliquer dans la vie symbolique de sa communauté culturelle, mais le fera de façon, peut-être très jugée si on veut, et très posée de manière à ne pas offusquer d'autres groupes ethniques dans le système politique états-unien. Donc, le deuxième cas illustrant la tension politique ethnique,
concerne l'Église catholique dans l'État du Maine, dont les actes d'incorporation civile font de l'évêque le seul détenteur des biens, justement, de l'Église dans le Maine. Donc, le seul détenteur des biens du diocèse. Tout ce que les familles immigrantes ont donc investi dans l'Église du Maine se trouve rapporté, se trouve dans les mains, ultimement, de l'évêque de l'époque. Et c'est porté aussi hors des conseils paroissiaux par le fait même. Donc, cette loi est adoptée par la législature du Maine en 1887, ces actes d'incorporation, mais c'est véritablement au début du 20e siècle qu'il y a une lutte à ce sujet. Et c'est particulièrement parce qu'il y a un évêque irlandais dans le diocèse de Portland qu'on dit non seulement qui est bien sûr irlandais, mais qu'on dit aussi assimilateur. Donc, c'est devenu inquiétant à ce niveau-là qu'il possède tous les investissements, toute la propriété que les Canadiens français ont contribué à cette Église, à ce diocèse. Les sociétés nationales de l'État s'organisent donc à ce moment-là pour revenir au système précédent. On passe des congrès franco-américains aux pétitions, puis aux démarches à la Chambre basse de l'État. Et cette question de gérer leurs moyens et leur destin au sein de l'Église relève entièrement de la survivance des Franco-Américains et des Franco-Américaines. Et voilà que la cause nationale, la survivance, rencontre les institutions civiques du pays d'accueil, justement à raison de ces articles d'incorporation. Donc, à un moment où les électeurs franco du Maine préfèrent les démocrates, comme nous l'avons vu, 2 militants de la survivance vont s'insurger, alléguant que ce sont les Irlandais au sein du Parti démocrate qui empêchent une décentralisation de l'Église. Les démocrates à la législature, qui sont surtout irlandais, encore une fois, ce sont les agents de l'évêque irlandais du diocèse. Donc, ces deux personnes-là, ce sont Alfred Bonneau et puis ce bonhomme qu'on voit à l'écran, Godefroy Dupré. Et ces deux militants vont se porter candidats chez les Républicains dans le Maine. Et nous pourrions imaginer que la ferveur nationale autour de cette décentralisation de l'Église, qui favoriserait les Franco-Américains, et la défense assidue des intérêts ethniques aussi, aurait donné un avantage électoral à ces deux personnalités, Dupré et Bonneau, surtout dans des endroits aussi franco-américains que Lewiston et Biddeford. Mais il n'en est rien. Dans le district des candidats franco-américains démocrates s'attire la confiance continue de l'électorat. Et le résultat semble indiquer que l'électorat sait faire la part des choses entre le politique et l'ethnique. Il sépare déjà ses orientations partisanes de la cause de la survivance. Le Parti républicain, qui s'est lui-même fait l'agent d'assimilation, s'est fait un agent d'exclusion dans les années 1890, nous en avons parlé, est d'ailleurs loin d'être un refuge politique, nous le voyons. Et ce parti anglo-saxon n'est pas plus près des intérêts ouvriers des Franco-Américains que le Parti démocrate dominé par les Irlandais. Il y a donc un manque de crédibilité ethnique chez les républicains, ce qui explique peut-être le résultat. Mais tout de même, la défense d'intérêts ethniques ne se transpose pas parfaitement sur l'échiquier politique. Même si la communauté franco-américaine avait pu voter en bloc à l'échelle régionale, elle aurait peiné à agencer parfaitement sa vision culturelle au projet d'un parti œuvrant dans un milieu, somme toute, multiculturel. Donc, la place de la survivance en politique états-unienne a été entravée par l'état de l'échiquier partisan. Nous l'avons vu. Mais il y a un autre défi de taille qui se présente. Au 20e siècle, les Franco remplissent pleinement leur rôle d'électeurs intelligents, comme on dit à l'époque, qui souhaitent défendre tous leurs intérêts, sans toujours se rapporter à la culture, même s'ils ne peuvent pas échapper à leur identité distincte dans ce milieu pluraliste. Ainsi, s'il y a parfois un consensus sur la foi, la langue et d'autres intérêts culturels, on se divise sur des bread and butter issues, donc les enjeux économiques qui touchent directement à leur bien-être. Et je reviens ici pour contextualiser un peu. Et parfois, ce n'est qu'une question de paver les rues dans les quartiers dans lesquels ils vivent, mais le Parti républicain est préféré pour des raisons qui sont complètement différentes. Donc, à Cohoes et dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, notamment parce qu'il est le parti des tarifs douaniers, il est préféré. Donc, il semble représenter les intérêts manufacturiers et préserver l'emploi des gens qui œuvrent dans les usines de textiles, par exemple. Le Parti républicain s'érige aussi contre les grèves souvent menées par des Irlandais. Donc, encore, il y a la friction culturelle qui sous-tend ce débat.
Et puis, il s'érige contre les gens aux notions, aux idées radicales, tout comme beaucoup de Canadiens français et surtout leurs élites cléricales. Et cette tendance devient de plus en plus évidente dans les années 1890 en raison d'une sévère crise économique industrielle aux États-Unis. La première Great Depression, la crise économique des années 1890, encore une fois, qu'on attribue aux démocrates Grover Cleveland. Donc, il y a un rapport entre la croissance économique et l'agenda du Parti républicain à cette époque. Mais la culture, encore une fois, n'est jamais bien loin de tous ces débats. Et le Parti républicain révèle ses couleurs xénophobes et plus tard souffrira de ses liens au Ku Klux Klan, surtout dans le nord de la région. Mais encore, il y a d'autres enjeux qui moulent le comportement politique franco-américain. Donc, c'est une situation très complexe qui varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Les Franco ayant graduellement intégré le mouvement ouvrier, surtout au début du 20e siècle, ils rejettent les politiques anti-ouvrières du GOP, Grand Old Party, donc le Parti républicain à travers le Nord-Est, dans les années 1910 et surtout dans les années 1920. Au cours de cette période, les divisions politiques géographiques s'amenuisent au sein de la grande famille politique franco-américaine et font place à une division de classe. Donc, la majorité se feront démocrates, même dans le sud de la région, et suivront d'ailleurs Franklin Roosevelt, alors que la bourgeoisie intellectuelle, professionnelle, commerciale, tout ce qu'on voudra, suivra davantage les républicains et l'idéal plus conservateur du parti. Et cette situation reproduit une transition commune à plusieurs groupes ethniques dans la région au cours de la même période et reflète une intégration que nous pourrions presque dire naturelle dans le contexte d'une histoire migratoire états-unienne. Les élites et les travailleurs continuent de se réunir autour d'une vision culturelle commune, alors que cette vision perd de son poids dans l'arène politique. Ce n'est plus le même rôle de modulateur politique, si on veut, qu'on lui trouvait précédemment. Les ouvriers et les ouvrières franco-américaines votent comme leur père italien, si on veut, ou irlandais, dans certains endroits juifs, et ainsi de suite, et non comme leur guide intellectuel et spirituel au sein de la communauté franco-américaine. Donc ça, c'est un changement très important, très intéressant, qui se produit surtout dans les années 1910-1920 et qu'on peut certainement observer à partir du New Deal Coalition des années 1930. Donc, tout ça pour dire que l'alignement politique des Franco-Américains ne dépend pas seulement des enjeux culturels, ni même après quelques générations, principalement des enjeux culturels, aussi un fait important. Après des luttes qui créent des fractures ethniques, donc pensons au cas de Poitiers, puis de la lutte de Dupré dans le Maine, on tend à séparer la culture de la politique, la première pouvant évoluer indépendamment, sans compromis, et les grandes pointures politiques telles que Poitiers seront une source de fierté, de prestige ethnique et serviront de symbole aussi, un aspect tangible mais non quantifiable de l'affirmation ethnique aux États-Unis. Ces personnalités n'auront toutefois que très peu à livrer au niveau de la culture, politiquement. Pour revenir au Maine, elles ne pourront empêcher l'adoption d'une loi faisant de l'anglais la seule langue d'instruction dans les écoles publiques en 1919. Et les percées politiques franco-américaines masquent des réalités d'un régime politique qui, on l'a vu, doit engloutir. C'est le but du système politique américain d'engloutir les préoccupations spécifiques et uniques à divers groupes pour soulever le consensus. Et si l'agencement se fait si difficile, on ne peut pas reprocher aux Franco-Américains leur division partisane, qui sont le reflet d'une communauté ethnique complexe, plurale, diversifiée. Et d'ailleurs, pourquoi serait-elle unifiée politiquement si le Québec vit au même moment ses propres fractures politiques, même s'il y a un consensus très souvent autour des questions culturelles? Aux États-Unis, divers groupes minoritaires ont su exercer une influence politique, même en l'absence de droits collectifs reconnus à l'échelle locale. Nous ne pouvons ignorer l'immense présence franco-américaine dans les corridors du pouvoir à travers le Nord-Est dans les années 1920, 1930, 1940. Nous en avons des exemples ici à l'écran. À gauche, nous avons 8 maires franco-américains qui se réunissent lors d'un congrès, je crois, de l'ACA dans les années 1930. Et le groupe aurait été
sans doute beaucoup plus grand si les gens avaient pu se déplacer plus facilement ou se départir de leurs fonctions, parce qu'il y avait beaucoup plus que 8 maires en Nouvelle-Angleterre, 8 maires franco-américains en Nouvelle-Angleterre dans les années 1930. Donc, voilà un petit sample, si on veut, de tout ce qui se produit à cette époque politiquement pour les Franco-Américains. Et puis d'ailleurs, des francophones catholiques reconnus publiquement comme étant d'origine canadienne-française sont élus. Donc, ce ne sont pas des gens qui doivent taire leur bagage culturel. Ce sont des gens qui sont publiquement identifiés à leur héritage et qui réussissent à vaincre des adversaires, parfois franco-américains, mais parfois anglo-saxons ou irlandais dans la sphère politique, dans la sphère électorale. Et ces gens ont contribué, je l'indiquais plus tôt, au sentiment de fierté, de prestige, d'affirmation ethnique, mais aussi au rapport de confiance entre la minorité culturelle et le monde politique élargi de la Grande République. Et d'ailleurs, il n'est pas tout à fait inscrit dans l'ordre des choses que l'action politique et la question de la préservation culturelle doivent nécessairement s'exclure. Il y a des leviers, et parfois les leviers n'offrent pas les résultats escomptés, les résultats qu'on voulait, mais il y a des leviers, des moyens d'action, par exemple lorsque des lois concernant des institutions ecclésiastiques ou la langue d'enseignement, sont proposées dans les législatures. Reconnaissons aussi que ce rapport ethnique-politique est très souvent mis en échec par les pressions d'un milieu institutionnel et multiethnique qui requiert des compromis. Et tout ceci nous rapporte à une question plus large et peut-être plus philosophique aussi, si on veut. Peut-il y avoir une survie culturelle et ou un avenir national sans un certain degré d'autodétermination politique? Et dans le récit franco-américain que je relate, la friction ethnique-politique et la création de lieux de rencontres institutionnels ne signifient pas en soi que l'identité et la communauté ethnique doivent du même coup disparaître. Mais il doit y avoir un véhicule alternatif. Il doit y avoir d'autres institutions, un riche milieu associatif, si on veut, qui peut porter les aspirations collectives du groupe lorsque, justement, la politique ne produit pas les fruits qu'on attendait. C'est ce que nous retrouvons pendant plusieurs générations, justement, chez les Franco-Américains, et ce qui me permet de dire que la Franco-Amérique est toujours avec nous en 2022. Et puis, à l'origine, c'était l'Union Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, et des paroisses nationales qui avaient leur propre intégrité culturelle, des écoles privées et plus encore. Et puis, ce réseau s'est transformé, mais le réseau demeure. Et d'ailleurs, toutes ces institutions que j'ai mentionnées il y a quelques secondes, c'est peut-être là un legs de l'époque coloniale britannique, si on veut, ne pouvant dépendre de la protection du gouvernement, des institutions qui étaient autocratiques, qui n'étaient pas nécessairement électives, on s'est réfugié dans un autre système institutionnel, ce qu'on a parfois appelé l'Église-nation. Je pense notamment à Jean-François Laniel sur ce sujet. Il y aurait peut-être là une continuité insoupçonnée entre le parcours culturel et politique au sens large des Canadiens français, surtout du milieu du 19e siècle, à ce qui est transposé aux États-Unis à peu près à la même époque et qui continue à se développer à marge des institutions politiques américaines. Le refuge culturel dont je discute me permet de revenir tel que premier au cas acadien et j'espère ne pas trop m'étendre hors du sujet, mais c'est un lien que je trouve très intéressant et qui pourra peut-être stimuler en quelque sorte la discussion qui approche à grands pas. En reliant les expériences acadiennes et franco-américaines pour, encore une fois, élargir le sujet, il est possible de développer peu à peu une perspective plus globale des défis qui attendent les francophonies minoritaires nord-américaines dans la défense politique, les revendications politiques qui ont trait à leur culture. Je mentionnais Roger Ouellet plus tôt. Roger Ouellet souligne les bienfaits politiques de la pleine implication des Acadiens et des Acadiennes dans les deux grands partis néo-brunswickois au cours de l'histoire de la province, en tout cas, encore une fois, jusqu'à très récemment. Et nous pourrions en dire autant des Franco-Américains qui se sont impliqués chez les démocrates et les républicains, ce qui a certainement fonctionné à l'avantage de la communauté culturelle franco-américaine. D'autre part, nous avons Michel Doucet, encore une fois, juste pour discuter rapidement des Acadiens. Michel Doucet a soutenu dans le discours confisqué, le titre de son ouvrage, que les revendications acadiennes tendent à se perdre, et c'est très important, tendent à se perdre dans cette arène politique où les francophones sont nécessairement minorisés. On parle du Nouveau-Brunswick. Comme le veut le titre, les revendications acadiennes ont été confisquées ou réappropriées
par les politiques à leur propre fin. Donc, un autre culturel a réécrit le discours culturel et politique de cette communauté minoritaire. Et peut-être pourrions-nous, encore une fois, en dire autant des Franco-Américains. Pour Doucet, la politique a été un cul-de-sac, pour ainsi dire. Doucet avance donc un meilleur enchâssement ou soutient un enchâssement des droits collectifs acadiens et une autonomie qui permettrait une certaine autodétermination chez les Acadiens, donc à l'intérieur de la province du Nouveau-Brunswick. C'est un espoir qui, à tout moment, aurait été inimaginable et inatteignable vraiment du côté des Franco-Américains. Mais par contre, on peut dire les deux visions se rencontrent sur la création d'espaces culturels distincts dont je discutais plus tôt. Donc, ayant fait, et puis ici nous avons justement Ouellet et Doucet, ayant fait le survol d'un grand pan d'histoire politique franco-américaine, comme je l'ai fait dans mon livre, sur 7 États, sur 3 générations, c'est voilà justement une vision globale qui ne reflète pas toutes les particularités qu'on pourrait trouver à l'échelle de la région, dans toutes ces communautés, dans tous les petits Canada, malheureusement. Mais c'est une vision d'ensemble qui lance des pistes de recherche. Et regardant toute la recherche que j'ai effectuée pour le livre, je suis pas entièrement convaincu que cette implication a été un cul-de-sac ou encore une fausse route par rapport à la défense des intérêts culturels franco-américains. Il y a une valeur à occuper ces espaces de rencontre, à s'affirmer, à se faire entendre, à se faire reconnaître et à échanger avec d'autres élus et d'autres fonctionnaires d'égal à égal. Il y a une valeur à s'impliquer dans ces lieux de rencontre et de raccordement et à prouver que nous pouvons travailler ensemble pour atteindre les objectifs qui nous unissent, encore une fois, les éléments de consensus, et que nous pouvons travailler ensemble malgré nos différences culturelles. Et c'est une vision un peu optimiste, je m'en rends compte, mais compte tenu de ces biens sociaux, nous pouvons peut-être nous offrir, autant pour nous que pour les groupes minoritaires au sein de nos sociétés, de part et d'autre de la frontière, ouvrir des espaces pour ces autres groupes, justement, au Québec et ailleurs, pour favoriser leur intégration et leur pleine participation à un projet plus large. Et surtout pour éviter de les confiner, de les réduire à une exclusion dont les Franco ont souvent souffert tout au long de leur histoire. Tout ceci se ferait sans empiéter nécessairement sur les institutions issues de la société civile qui préservent, et encore une fois, c'est le réseau associatif, c'est le réseau qui forme le tissu social des groupes ethniques minoritaires. Donc, on peut le faire sans empiéter sur la continuité culturelle que nous trouvons dans tous ces groupes. Et je conclus, enfin, en vous lançant 2 questions inspirées par le cas franco-américain. D'abord, avons-nous la volonté nécessaire à créer des espaces d'échange entre majorité et minorité, que ce soit en politique ou ailleurs? Et souhaitons-nous élever des voix qui sont différentes des nôtres, autant pour leur épanouissement que pour le nôtre? Donc voilà, c'est la fin de ma conférence et c'est avec plaisir que je compte échanger avec Alexandre sur ce sujet. Et puis, j'espère que nous pourrons avoir un entretien qui est riche par la suite et j'ai bien hâte de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour cette conférence vraiment intéressante qui soulève comme tu le dis, des questions un peu existentielles là, dans le cas de l'histoire du Canada français, autonomie ou intégration. En tout cas, on a l'occasion certainement d'y revenir. Je vais céder la parole maintenant à Alexandre Dubé pour son commentaire là, de 10, douzaine de minutes, peut-être 15 tout au plus, là, mais Alexandre, je te laisse la parole. Oui, probablement même moins pour le commentaire, mais après ça, il y aura des questions. Oui. Tout d'abord, je vais commencer par ce qui est finalement un aveu, premièrement des remerciements là, de m'avoir invité à commenter l'ouvrage de Patrick Lacroix. Mais ensuite, d'abord et avant tout, un aveu d'incompétence. Moi, je ne travaille pas particulièrement sur ces sujets-là. Si j'ai l'habitude quand même de travailler sur les communautés francophones en situation minoritaire, c'est une situation minoritaire parce que les Français ou les francophones sont en minorité démographique face aux Autochtones. Hein, donc, un contexte totalement différent. Moi qui travaille
surtout sur les 17e et 18e siècles. À tout le moins, je peux peut-être prétendre, comme Patrick d'ailleurs, au moins une expérience personnelle de l'immigration canadienne-française aux États-Unis. Donc, ça peut peut-être informer les questions qui vont suivre. Et ça va aussi me mener à faire peut-être un pas de côté sur la question de la survivance, par rapport à laquelle je suis assez mal informé et je vais en parler sous le contrôle et la correction éventuelle, là, tant de Patrick que des membres de l'assistance qui sont beaucoup mieux informés que moi là-dessus. Par contre, ça va peut-être apporter une perspective un peu étrange, un peu champ gauche là, sur la question de la politisation des Franco-Américains. D'ailleurs, je ne sais jamais comment trop les appeler. J'ai toujours un peu l'impression d'être dans un mauvais remake de Elvis Gratton, là, les Canadiens français d'Amérique des États-Unis. Donc, si je m'enfarge un peu dans la terminologie, j'espère que vous me pardonnerez. Donc, la politisation et puis l'expérience d'immigration, ou enfin le rapport à autrui puis au déplacement que cela constitue, que leur expérience constitue. D'abord, je voulais au moins souligner le travail remarquable de dépouillement de la presse régionale qui a été effectué par Patrick Lacroix. Là, un mot sur les sources, parce qu'il n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Ça constitue essentiellement le dépouillement de journaux, parfois de journaux extrêmement éphémères, à travers les 6 États de la Nouvelle-Angleterre. Encore une fois, Patrick n'a pas insisté là-dessus, mais c'est quand même conséquent. Là, hein. Le Maine, le Vermont, le Massachusetts, le New Hampshire, le Connecticut et le Rhode Island, plus l'État de New York, comme le signale Patrick, là, qui est relativement oublié dans ces analyses-là. Donc, ce dépouillement de la presse rend donc compte à la fois du caractère performatif de la joute politique, de toute joute politique, évidemment. Donc, les articles qui paraissent ont un caractère nécessairement persuasif, qui s'appuient justement sur une auto-représentation qui doit, c'est dans le jeu, il me semble, de surinvestir la notion de consensus et d'homogénéité. Hein. Il faut toujours prétendre parler au nom des patriotes, au nom des vrais Américains, au nom des vrais Canadiens français, au nom de la nation, au nom de la race. Puis on va peut-être revenir là, sur la terminologie là-dessus. D'autant plus que les journaux, la plupart de ces journaux-là sont des organes politiques. Mais en même temps, tout organe politique qui puisse être, sont des organes culturels, hein, Patrick le rappelait. Et puis, non seulement ça, c'est aussi des organes qui doivent avoir un rapport, j'aurais dire, éthique à la vérité, qui fait que, justement, Patrick Lacroix, il détecte des oppositions, des lignes de faille, des changements d'alliance qui ne peuvent pas toujours être passés sous silence. Ça perce l'espèce de rhétorique consensuelle et c'est de ce percement qui, me semble, rejaillit l'intérêt. Donc, tout ça, il me semble, donne du grain à moudre pour le point principal de Patrick Lacroix, hein, qu'on peut résumer là, finalement dans cette espèce d'absence d'uniformité de la communauté franco-canadienne aux États-Unis. Cette absence-là est importante, il me semble, là, dans votre argumentaire, parce que ça vous permet de définir un peu contre ce qui est venu avant, là, cette tentative qui me semble apparaître là, dès les années 1860-70, en tout cas dans les sources, là, de la part tant des Canadiens français qui veulent se présenter comme unis et homogènes, et de leurs opposants qui les dénoncent comme étant trop unis, trop homogènes à certains égards. Donc, vous montrez bien qu'il n'y a pas d'alliance naturelle en fonction d'une espèce de conservatisme atavique. Il n'y a pas d'alliance naturelle avec les républicains, avec les démocrates. D'ailleurs, ces deux mêmes partis seraient peut-être même bien en peine eux-mêmes de présenter une vision tout à fait homogène à l'époque. Donc, vous illustrez à répétition cet ancien axiome de la politique américaine, parce que je pense que ça a changé un peu, hein, all politics is local, donc toute politique est politique locale et même ultra-locale hein, dans le cas des communautés franco-canadiennes. En même temps, je pense que vous faites bien ressortir le côté clivant de la question ouvrière, puis le rôle possiblement, mais pas toujours rassembleur de l'identité catholique, mais pour reprendre un peu l'expression de Patrick Boucheron dans ses travaux sur Ambroise de Milan, c'est des questions qui sont mises en disponibilité du politique, hein, un peu comme des câbles qu'on aurait posés au sol et puis que des fois on branche et des fois on ne branche pas selon les circonstances politiques. Et ça fait évidemment ressortir
toute l'importance de l'enjeu de la naturalisation. On peut pas, on s'investit peut-être moins si on n'est pas citoyen, quoique vous avez évoqué justement qu'il y a des communautés dont le désinvestissement, en fait, motive l'action politique. Mais néanmoins, ça pose un petit problème, c'est-à-dire que si la communauté, si vous insistez sur le caractère un peu homogène de la communauté, ben, hein, l'histoire, c'est aussi un peu le fil de fer entre la spécificité ou même l'ultra-spécificité des situations locales et puis la connaissance ou l'insight que peut apporter la généralisation. Donc, je vais peut-être vous amener un peu sur ce terrain inconfortable-là. Ma première question porte peut-être en fait sur la chronologie. Et j'ai envie peut-être de vous demander jusqu'à quel point est-ce qu'on a affaire à un mouvement d'une génération et demie à peu près. Puis la raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est que, encore une fois, vous avez fait un remarquable travail. Là, vous avez documenté, là, je ne sais pas combien d'individus, mais j'ai bien l'impression au moins une centaine, sinon plus, de parcours uniques, de parcours individuels uniques. Et puis, je me demandais justement si on les mettait en commun, ces individus-là, si vous aviez adopté, par exemple, une approche prosopographique, est-ce qu'on ne se rendait pas compte, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cadrer l'histoire que vous racontez avec un parcours de vie qui unifierait ces différents individus-là? Donc, je vous laisse... Oui, tout à fait, bonne question. Et puis, je crois que c'est le cas jusqu'à un certain point. Ce sont des gens qui, très souvent, apportent un capital économique et un capital culturel du Canada. Donc, dès leur immigration, pour les gens qui sont migrés et qui s'impliquent par la suite en politique, dans l'arène électorale, des gens qui cherchent à affirmer publiquement ce capital-là par la naturalisation d'abord et puis en enrôlant leurs concitoyens, en formant une base politique assez solide, très souvent au niveau local, pour se porter eux-mêmes au pouvoir. Vous avez dit une génération et demie, je crois que c'est le cas. Par la suite, il y a des gens qui sont nés en sol américain, qui ont grandi dans l'ombre. Et je dis ça sans arrière-pensée, des clochers et puis de toutes les institutions catholiques, francophones, du réseau institutionnel, si on veut, franco-américain, qui s'affirment toujours comme étant canadiens-français et qui sont reconnus publiquement par des journaux étrangers, donc anglo-saxons, irlandais, comme étant canadiens-français. Et ce qui devient beaucoup plus difficile au niveau de la chronologie à partir des années 40, c'est de décerner des électorats qui sont spécifiquement canadiens-français, surtout à une époque où les gens ça fait peut-être 2 générations qui sont en sol états-unien. Les petits Canada peu à peu s'éclatent. Les gens qui se portent un peu mieux économiquement vont vers les banlieues, vont vers d'autres régions du pays. Et donc, de pouvoir identifier un facteur commun ou de déceler un type d'implication politique franco-américain, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, un comportement franco-américain qui serait beaucoup plus différent, qui serait différent et beaucoup plus distinct à cette époque, ça révèle d'un problème méthodologique assez important. Et donc, à partir des années 40, voilà que j'arrête pour la plus grande partie. On trouve je voulais ajouter quelques instances par la suite, quelques événements des années 60 et 70, ce que je fais en conclusion pour présenter le fait que ce n'est pas 1945, ça se termine, c'est la fin des Petits Canada, c'est la fin de la franco-américanité, et ainsi de suite. Donc, j'ai ajouté ces quelques exemples, ces éléments d'exemple-là par la suite, mais il y a ce problème méthodologique, justement. Mais au niveau de la spécificité des gens qui s'impliquent en politique, je crois qu'il y aurait un travail intéressant à faire à ce niveau-là pour identifier leur parcours commun. Les collèges classiques qui les produisent, d'ailleurs, et de généraliser une expérience commune. Je crois que c'est effectivement possible. C'était peut-être un peu au-delà de mes questions de recherche, mais ce serait effectivement très intéressant parce que cette élite, c'est une petite élite, ultimement. Ce ne sont pas tous les gens qui peuvent rêver de s'impliquer en politique états-unienne dans cette communauté ethnique. Et donc, de pouvoir tracer le profil commun, ça nous en dirait beaucoup, justement, sur les dynamiques de classe et les gens qui peuvent aspirer à une certaine mobilité de classe, une certaine mobilité socio-économique. Je ne veux pas ajouter du pain à votre
du travail à votre table, mais franchement, là, si vous pouviez trouver un espace, y compris Internet là, virtuel, pour déposer le résultat de vos recherches prosopographiques, en fait, juste de faire ressortir un peu les parcours de vie, ça aiderait, sinon vous, à tout le moins d'autres, à peut-être tirer avantage, encore une fois, là, de l'incroyable recherche que vous avez fait là-dessus. Merci. Ma deuxième question découle un peu de la première, hein, dans le fond. C'est-à-dire que si tous ces individus-là sont marqués au sceau d'une expérience commune, d'une espèce en fait, d'un déroulement chronologique, le côté de la prise qu'ils ont sur ce déroulement chronologique-là ne m'apparaît pas toujours très clair. Je veux dire la chose autrement. C'est-à-dire, encore une fois, c'est difficile d'écarter un peu le rideau de la joute politique à partir des journaux eux-mêmes, à moins d'avoir accès à moins que les journalistes eux-mêmes aient eu accès à derrière, mais on n'est pas encore, à l'ère du journalisme de dévoilement, là. Donc, est-ce que vous parvenez à distinguer, disons, ce qui se passe en coulisses? À quelques instants, vous avez fait référence à quelques petits événements là, où on voit un peu la joute politique se dessiner. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, des discussions plus ou moins franches sur le type de position politique que l'on négocie pour sa communauté? Est-ce que, par exemple, on échange la possibilité d'avoir un selectman ou d'avoir un agent de police ou un shérif local contre le fait de se retirer dans telle ou telle course, par exemple? Oui, tout à fait. Pour offrir quelques exemples, il y a le cas du Connecticut, et je crois que c'est à Waterbury, dans les années 1890, où la communauté franco-américaine se réunit dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste locale et arrive à s'unir politiquement, dans le sens où les gens vont voter pour le parti qui accordera une nomination à un des leurs. Donc, d'une part, les Franco-Américains réunis vont envoyer des délégués vers les démocrates pour négocier une nomination. Et c'est sans dire que c'est du chantage, c'est de la négociation pour, en tout cas, offrir leur appui, tout simplement pour obtenir les fruits de cette politics of recognition, la reconnaissance politique, la reconnaissance ethnique. Donc, il y a une négociation à ce niveau-là. Et très souvent, les traces sont assez faibles. S'il y a même eu une trace écrite de ce qui s'est produit derrière la scène, c'est un peu le problème. Mais nous avons des corpus. Pour tirer un autre exemple, nous avons le corpus de lettres qui a été en partie préservé du Major Mallet, dont je discutais en début de présentation. Et puis avec le Major Mallet, c'est un fonctionnaire à Washington et c'est une époque des spoils. Enfin, aux États-Unis, c'est toujours l'époque des spoils aujourd'hui. Donc, du moment qu'il y a un changement dans l'administration, on destitue tous les gens qui avaient été nommés par les démocrates si c'est un républicain qui rentre et vice-versa. Et donc, Mallet tente de s'écarter de tous ces luttes pour le pouvoir et de s'écarter d'allégeances primordiales partisanes parce qu'il souhaite se maintenir dans son rôle, dans son poste, d'éviter la destitution qui se passe à chaque élection avec les transitions de pouvoir, parce que, surtout dans son cas, parce qu'il est un représentant de sa communauté. Et dans le fait, Mallet, il ne choisit pas réellement d'être un représentant. C'est quelqu'un qui perd la langue maternelle dans son enfance. C'est quelqu'un qui ne s'identifie pas à l'Église catholique avant qu'il ait peut-être 30 ans, 40 ans. C'est quelqu'un qui revient à la communauté beaucoup plus tardivement, mais la communauté franco-américaine le trouve, fait de lui un représentant ethnique à Washington. Et à travers ces lettres, on peut voir les luttes de coulisses, les luttes de pouvoir pour maintenir son rôle. Et c'est quelque chose que j'explore justement dans le livre avec une annexe qui ajoute un peu au portrait. Et c'est grâce à cette correspondance qui a été préservée. Mais le défi très souvent encore, défi méthodologique, c'est de trouver cette correspondance qui se trouve dans des douzaines de centres d'archives à travers la région. Donc, pour des étudiants à la maîtrise, au doctorat ou d'autres chercheurs, ce serait un beau projet d'explorer cette correspondance-là, non seulement celle du Major Mallet, mais d'autres figures s'il y en a. Et j'avoue,
J'aurais dû le remarquer plus tôt. Mais oui, j'ai fait un travail de terrain d'archives et un travail de recherche par rapport aux journaux d'époque, mais je soupçonne qu'il y a des montagnes d'informations dans les hôtels de ville, dans les mairies, les archives qui ont été peu explorées par les chercheurs en histoire franco-américaine, précisément parce que ce ne sont pas des archives ethniques. Mais d'après moi, on y retrouverait beaucoup sur le processus comme tel et les gens qui ont occupé ces charges et peut-être même le rapport avec les électeurs. Donc, ce serait vraiment à explorer. Peut-être vous poser une dernière question, parce que je veux que ouvrir la conversation à l'auditoire. Bon, alors s'il n'y a pas de communauté unifiée, j'ai envie de vous amener là, sur la notion, l'insulte, parce que ça se veut une insulte, le Chinese of the East, hein, qui circule dans l'Amérique, en fait dans le nord-est des États-Unis. Hein, les élites canadiennes françaises réagissent fortement parce qu'ils perçoivent bien l'insulte qui se dessine derrière. Hein, c'est vu à caractère raciste et on peut présumer qu'un certain nombre de ces élites partagent les préjugés racistes face aux Chinois, donc veulent se dissocier de cette référence-là. Par contre, il me semble qu'il y a quelque chose quand même à faire avec l'expérience d'immigration des Canadiens français. Parce que quand on immigre en Nouvelle-Angleterre, on immigre finalement pas très loin. Il y a toujours la possibilité de revenir. Ça me semble placer la migration canadienne-française bien davantage d'un point de vue, hein, disons, conceptuel dans le prisme de la diaspora que dans le prisme de la migration. Parce que l'imaginaire du retour au pays peut se manifester de façon beaucoup plus simple. Et donc, je relisais là, un article de William MacDonald là, que vous citez d'ailleurs, où il dit, ben, hein, c'est leur frugalité, hein, c'est la frugalité des Canadiens français qui les fait être comparés aux Chinois. Sous-entendu, c'est le fait qu'ils ne participent pas à la même culture de la consommation des mêmes enjeux, ou en fait des mêmes choses, et ils envoient tous leurs trucs au Canada français. Ils envoient leur argent, leur épargne au Canada français. Donc, cette capacité ou cette possibilité-là de retour fait qu'il me semble, il y a même, justement, en fait, ça enlève peut-être, enfin, j'ai envie de vous entendre là-dessus, est-ce que ça n'enlève pas une des nécessités d'organisation? Autrement dit, est-ce que c'est peut-être moins nécessaire d'être plus homogène parce que, justement, on se sent plus toujours à la veille de repartir, finalement. Donc, alors que pour d'autres communautés, les Polonais, les Ukrainiens, les Allemands, les Irlandais, bon, il y a toujours l'esprit du pays d'origine est là, mais le fait d'y retourner, on ne peut pas y aller pour une fin de semaine, on ne peut pas aller fêter Noël, on ne peut pas aller à la Saint-Jean ou peu importe, et la famille ne peut pas non plus nous visiter comme ça juste le temps d'un été. Donc, est-ce que ça ne change pas non plus l'attitude et est-ce qu'il n'y a pas finalement, via la métaphore de Chinese of the East, quelque chose d'intéressant à regarder par rapport au réseau migratoire chinois qui, eux, sont précisément orientés vers le fait de retourner de l'argent au pays d'origine, de soutenir les lieux mêmes via les associations de lieux d'origine, qui sont des temples et des organisations qui mélangent temples et organisations culturelles. Bref, il y a quelque chose peut-être à faire avec l'immigration canadienne-française. Bref, est-ce que ça ouvre pas peut-être une belle avenue d'analyse comparatiste? Oui, tout à fait. Et puis, oui, j'aimerais bien justement faire ou voir quelqu'un faire ce rapport, peut-être moi si j'avais le temps. Mais oui, je crois que c'est très pertinent et c'est ce qui explique justement le fait que la naturalisation tarde parmi les Canadiens français qui s'expatrient un moment sans savoir si c'est définitif. Et il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont affirmé que très peu de gens sont partis pour demeurer aux États-Unis de façon permanente. La plupart comptaient y rester quelque temps pour faire quelques argents et puis ensuite revenir. Donc, c'est au fil d'une migration, rémigration, d'un retour aux États-Unis que les gens commencent à développer ce sentiment d'appartenance. Et encore une fois, ce sont les gens de la prochaine génération qui n'auront que connu les États-Unis qui vraiment s'investiront dans la sphère politique, du moins parmi les ouvriers et les ouvrières. Pour l'élite, c'est différent en raison des bienfaits de l'implication politique dont je discutais plus tôt, mais pour la classe travaillante, la classe ouvrière, ça se produit beaucoup plus lentement
et ça se produit certainement sur 2 générations. Je crois que le rapport aux Chinois est aussi très important parce que ça se place dans le contexte d'un discours racialiste et racialisant de la fin du 19e siècle. Et il y a encore beaucoup de débats à ce sujet-là par rapport à la manière dont ça a moulé l'expérience historique des Franco-Américains ou des Canadiens français qui ont été un moment expatriés aux États-Unis. Et justement, puisqu'on parle de l'insulte, The Chinese of the Eastern States, il y a beaucoup d'historiens qui, par la suite, ont repris l'insulte et l'impression d'avoir été eux-mêmes insultés sans remarquer que c'était qu'ils embarquaient, disons, dans le discours racialisant sans se rendre compte que, justement, de dire que nous sommes les Chinese of the Eastern States, ce n'est pas seulement un commentaire au sujet des Franco-Américains, c'est un commentaire sur la place des Chinois et des autres groupes qui ont été minorisés aux États-Unis. Et donc, il n'y a aucun doute qu'il y a eu une discrimination, une marginalisation des Franco-Américains en sol états-unien. Mais de là, de dire qu'il y avait un plafond, comme il y en avait un dans plusieurs régions du pays pour des Chinois, pour des Afro-Américains et ainsi de suite, c'est un parallèle, disons, douteux, si on veut. Surtout que l'idée avec les Afro-Américains, les Chinois et d'autres groupes People of Colors, comme on dirait aux États-Unis, l'idée, c'était de les exclure et de les réduire à un état de caste et qui préviendrait toute ascension socio-économique, toute intégration. Donc, l'idée avec ces groupes-là, c'était de les séparer autant que possible, de maintenir une barrière assez ferme entre les différents groupes. Tandis que le discours concernant les Franco-Américains était très différent. Les Franco-Américains, on voulait les assimiler. Il était possible, et c'est très important, il était possible de les assimiler, simplement en s'assurant qu'ils parlent l'anglais d'abord, et peut-être en se protestantisant, si on veut, pour utiliser un néologisme. Donc, si les Franco-Américains acceptaient l'habitus d'une bonne personne, d'un bon citoyen américain, alors il était possible pour eux de participer à cette ascension, de participer pleinement à ce American Experiment, si on veut, de pouvoir entrer dans le jeu de la société américaine et ensuite de s'élever. Et c'est justement ce qui s'est produit avec d'abord le bilinguisme et l'anglicisation et cette diaspora géographique à travers les États-Unis, vers les banlieues, etc. Donc, oui, il y a des théoriciens de la race et ainsi de suite qui se prononcent sur la question, mais on le voit dans cette participation politique, dans l'implication des Franco-Américains et leur présence publique, leur visibilité dans les sports, les médias et ainsi de suite. Il y a une affirmation franco-américaine et on leur offre cet espace public pour s'affirmer, ce qui n'est pas le cas avec d'autres groupes, encore People of Colors, des Afro-Américains, Chinois, Japonais, des Mexicains même dans des régions du Sud-Ouest. Donc, je crois qu'il y a une grande distinction à faire. Et oui, il y a une racialisation, mais elle se produit très différemment. Et le but de ce discours racialisant est très différent chez les Franco versus d'autres groupes. Merci. On va procéder avec... J'ai encore 12 000 questions, mais on va ouvrir à... Oui, ce serait bien qu'on ouvre qu'on ouvre le plancher pour tout le monde, là, pour qu'on puisse poser des questions. Donc, je vois qu'on a même plusieurs spécialistes de la question dans l'assistance. Donc, n'hésitez pas à lever votre main ou déjà Pierre qui lance le bal. Donc, Pierre Lavoie, je t'en prie, vas-y. Bon, bonjour, merci beaucoup Patrick pour ta conférence. C'était super intéressant. Ça fait longtemps qu'on se lit. C'est la première fois qu'on se parle de vive voix comme ça. Très content de te rencontrer. D'abord, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, celle que tu viens de faire par rapport à la situation des Chinese of the Eastern States. C'est de ma lecture aussi, le plus gros impact que ça a eu, c'est une solidarisation qui crée de la blanchité aussi là, au sein de la communauté franco-américaine, ce qui n'est pas du tout particulier à la communauté franco-américaine par ailleurs. C'est vraiment ce qui se produit en général avec les populations immigrantes rapidement qualifiées de blanches. J'ai deux questions. Il y en a une première qui est plutôt de ma curiosité personnelle et la deuxième qui est une question sur la méthodologie d'ensemble, non seulement de ce projet-là, mais de tes recherches en général sur les Franco-Américains, l'histoire des Franco-Américains. La question de curiosité, c'est
parmi tes dépouillements, est-ce que tu as un petit peu relevé la trace? Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de lire ton livre, mais je me demandais, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer un peu ce que Michel Cordiot a étudié, la présence des tournées des militants socialistes, des organisateurs socialistes plutôt français et belges de la région de New York, de la région du New Jersey, qui ont essayé dans les décennies autour de l'influence de Eugene Debs, de la montée du Parti socialiste, qui ont essayé de se rallier un peu la population ouvrière franco-américaine. Je me demandais si tu avais trouvé des traces de ça parmi les dépouillements que tu as faits. Et ma deuxième question, qui est beaucoup plus vaste, puis c'est vraiment juste, j'ai envie de t'entendre là-dessus, c'est de quelle façon, pour te rendre à tes propres analyses, à partir de tes dépouillements, de quelle façon tu as eu à concilier avec deux couches de nationalisme méthodologique quand quand on étudie la question des Franco-Américains, qui fait en sorte que on reproduit à très, très, très petite échelle un peu cette expérience-là aussi d'hybridité et de drôle de partage dont tu parlais par rapport à l'identité culturelle puis l'identité politique des Franco-Américains. J'ai l'impression que les historiens et historiennes, on passe un peu à travers ce processus-là aussi quand on s'attarde au sujet. On a le Quebec gaze qui est très fort, puis le American gaze qui est très fort sur le sujet. Donc, j'aimerais bien t'entendre sur ta propre démarche méthodologique et historiographique à travers de tout ça. Et merci beaucoup encore pour ta conférence. Merci Pierre. Et puis, oui, ça me fait plaisir. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on pourra discuter davantage. J'espère en apprendre davantage sur ta thèse d'ailleurs. Mais justement, sur la question des socialistes, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a eu quelques figures exceptionnelles, et je dis bien exceptionnelles au sein de la communauté franco-américaine qui se sont eux-mêmes identifiés comme étant socialistes. Mais je n'ai détecté aucune influence directe des Belges, des Français, les socialistes qui sont en présence, qui sont dans le milieu en fin du 19e siècle. Ce sont des socialistes, oui, je dirais, anglais et irlandais, ou des gens aux positions un peu plus avancées, plus radicales, si on veut, sans nécessairement se revêtir le terme de socialiste. Donc, je n'en ai pas vu beaucoup, et puis ce serait une question très intéressante à explorer. C'est quelque chose qui, je crois, se développe surtout au niveau de cette communauté spécifique européenne dans les années 30, des endroits comme Woonsocket, où déjà il y a un rapport industriel entre les manufactures et puis le secteur, en fait, les investisseurs européens qui ont contribué au développement industriel, développement économique de Woonsocket et puis de quelques autres centres dans Rhode Island. Et puis, c'est ce qui permet de faire des liens justement avec des Français, des socialistes français et belges qui ont peut-être des positions plus avancées. Mais même dans les années 30, c'est exceptionnel. Les Franco-Américains ont vraiment embarqué dans le Parti démocrate. Et même lorsqu'il y a d'autres options comme l'espèce de, en parlant d'hybride, le prêtre Charles Coughlin dans les années 30, le prêtre catholique qui passe très proche de se présenter pour la présidence des États-Unis, les Franco-Américains demeurent dans le giron démocrate. Donc, du moment que ce rapport-là s'établit, il est maintenu par les élites, certaines élites franco-américaines. Encore une fois, ce n'est pas la bourgeoisie franco-américaine au complet, mais il y a un rapport entre les élites partisanes et cette communauté ethnique. Donc, même si l'option est présentée à quelques endroits, je ne crois pas que ça aurait été une tentation intéressante, disons, si on veut, au niveau des Franco-Américains. Mais oui, pour la question plus large et beaucoup plus difficile des discours nationalistes, ce qui m'a aidé au moins, c'est qu'il y a un grand champ de recherche en histoire franco-américaine qui est bien établi, qui est bien implanté, qui se développe dès les années 1950. Robert Rumilly avait écrit à une certaine époque l'ancienne Bible de l'histoire franco-américaine. J'utilise le terme à deux niveaux. Et par la suite, on a eu beaucoup de recherches dans les années 70, des thèses, et ainsi de suite, dans les années 80-90. Et je crois que le livre d'Yves Roby, qui a été publié il y a près de 30 ans, révisé il y a une vingtaine d'années, demeure peut-être ma Bible. Bon, en tout cas, le parallèle est peut-être un peu forcé. Mais bon, il y a un champ qui est bien développé et qui m'a permis de tracer ma voie. Je m'inspire un peu de ces recherches-là parce que il y a quand même eu beaucoup de Franco-Américains qui eux-mêmes ont dû négocier cette tension entre le pays d'origine,
un pays d'origine ou une province d'origine, si on veut, qui est encore, désolé du terme, romanticized, qui est idéalisé à bien des égards, et on s'imagine que le Québec d'aujourd'hui, c'est le Québec d'autrefois, le Québec qui a été quitté, alors que ce n'est pas le cas. Et le Québec a depuis développé son néonationalisme qui, disons, se frotte assez mal à cette identité franco-américaine qui se développe maintenant partiellement en anglais, alors que le français est devenu la condition essentielle de la vie québécoise, si on veut. Donc, il y a un frottement à ce niveau-là, et puis un rejet de l'hybridité. L'hybridité est vue comme étant un compromis, une concession au grand tout américain. Le discours états-unien a heureusement changé, je crois, de manière très positive en intégrant des voix de communautés minoritaires, de communautés immigrantes depuis les années 60. Donc, je pense que c'est un nationalisme un peu plus flexible et un nationalisme davantage civique à certains égards, dans le sens où on accepte qu'il y a différentes identités qui, oui, reflètent un discours de la blanchité, mais un discours qui néanmoins reconnaît les origines immigrantes et le développement de parcours distincts en sol états-unien, même si c'est pour dire qu'il y a un élément téléologique, qu'on se développe vers une identité qui est entièrement américaine, qui est protestante et anglophone, et ainsi de suite. Donc, au niveau de la méthodologie, c'est quelque chose que j'ai dû considérer et que je reconsidère presque au quotidien dans mes recherches, parce que je crois que les deux discours ont été néfastes. Et je crois qu'il y a beaucoup à reconsidérer aussi au niveau de ce que les élites franco-américaines elles-mêmes ont écrit à leur sujet. Et puis, c'est ce que d'ailleurs je faisais dans mon premier article, celui qui est apparu dans le Catholic Historical Review. Je voulais contester le discours d'une élite franco-américaine qui avait intérêt à consolider les bases de la communauté franco-américaine, justement en projetant, comme le disait Alexandre plus tôt, l'idée d'une homogénéité qui n'a réellement jamais existé. Donc, c'est peut-être non seulement 2 discours, mais 3 discours qu'il faut défaire, et on peut facilement se perdre là-dedans, mais en tout cas, au moins de poser les questions, et c'est ce que je souhaite faire dans mes recherches, au moins poser les questions pour ouvrir de nouveaux champs de recherche et idéalement offrir un portrait un peu plus représentatif de ce qu'a été la franco-américanie, mais c'est un projet à long terme, autant pour moi que pour la communauté de chercheurs in toto. Merci, merci Pierre pour ta question et Patrick pour la réponse. Il est déjà 12h30. Je ne vois pas d'autres questions, à moins qu'il y en ait une dernière qui se pointe le bout du nez, là, mais sinon, on va mettre un terme à l'activité. François-Olivier, oui, monsieur Bouchard, j'ai allez-y. une question qui appelle une réponse très rapide, je crois. Oui, ben oui, allez-y, je vous en prie. D'abord, je voudrais souligner votre mérite, Patrick, d'avoir éclairé un aspect de la vie franco-américaine qui était très peu connu. Ma question est la suivante. Dans le cours de votre analyse des journaux, je sais que ce n'était pas dans votre objectif, mais quand même, est-ce que vous avez vu passer des cas de réussite dans le domaine des affaires, des manifestations d'entrepreneurship chez ces Canadiens? Bon, je ne sais plus comment les appeler, là. Donc, oui, les Canadiens immigrés, puis les générations subséquentes qu'on peut vraiment dire franco-américaines. Oui, beaucoup de cas. Je prends par exemple Joseph Chalifou, le premier millionnaire franco-américain qui fait fortune dans les années 1880-1890 avec le premier Walmart, si on veut. Pardon pour la comparaison un peu modernisatrice, mais le premier magasin à rayons à Lowell, dans le Massachusetts, qui réussit dans ses affaires, qui fait 1 million, et puis il se présente à quelques reprises en tant que candidat chez les démocrates dans l'État du Massachusetts. Il ne remporte pas ses courses. Ce sont des courses qui sont à peu près perdues d'avance, donc on peut se demander s'il ne voulait réellement pas solliciter le mandat en question. Mais Chalifou, c'est l'exemple patent. Puis pour la plupart des autres grandes figures que je présente dans mon ouvrage, ce sont surtout des gens de ce qu'on appellerait la classe moyenne, donc qui font affaire assez bien dans leur métier ou dans leur profession, sans être millionnaires, sans être des gens exceptionnels au niveau de leur fortune.
Donc, il y a quelques personnes, mais il faut vraiment attendre la deuxième moitié du 20e siècle pour trouver de telles personnes. Ouais. Donc, Non. le parcours économique ne se traduit pas nécessairement par une implication politique, mais nous avons très peu d'exemples à ce niveau-là. Donc, la réponse est oui, mais ce n'est pas un oui massif. Hein? Voilà, exactement. Bien. C'est bien dit. Merci. Parfait, bien merci encore une fois, Patrick, pour la conférence. Encore une fois, je ne peux qu'encourager les gens à aller consulter votre ouvrage. Je crois que le lien est dans le fil de discussion. Camille l'a mis au début, donc je vous invite à aller vraiment vous le procurer. Alexandre Dubé, merci également pour les commentaires, les questions qui ont nourri la discussion. Ce fut fort intéressant. Et je rappelle la prochaine activité du CRIDAC qui a lieu, Camille, c'est le 10 avril. Est-ce que Le c'est 8 avril, c'est le 8 vendredi avril, prochain. pardon. Le 8 avril à 10 h. C'est ça, 8 avril à 10 h et qui porte une table ronde qui porte sur la place de l'anglais dans les études supérieures et la recherche. Plus d'informations sur le site du CRIDAC. J'imagine qu'il faut s'inscrire pour avoir le lien Zoom. Oui, absolument. J'ai aussi mis le lien dans le chat. Donc, un grand merci à tous encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon vendredi. Merci à tous. Au revoir.